Vous passez cette journée avec nous, évidemment sur les web TV d'Oser l'économie. La plus grande rencontre de l'intelligence artificielle et collective en territoire, il y a un thème primordial, vous savez, c'est la santé et la e-santé. Nous allons en parler évidemment ce matin avec nos invités. Nous allons parler de la santé innovante, quelle nouvelle médecine pour les nouveaux patients. La stratégie nationale de santé n'a d'intérêt que si les professionnels sont actifs au niveau local pour la mettre en œuvre au plus près des populations. C'est au quotidien et sur le terrain que le sens de l'action doit être trouvé, partagé. C'est ce qu'a insisté en tout cas la ministre Agnès Buzyn dans son discours du 4 janvier 2018. Voyons comment les acteurs du Grand Est répondent aux enjeux majeurs que sont la lutte contre les déserts médicaux et l'innovation en santé. Pour en débattre, nous accueillons nos invités ce matin. Tout d'abord monsieur Christophe Baillet, président du groupe Louis Pasteur Santé. Bonjour. Je vous laisse prendre juste le micro. Merci d'être avec nous ce matin, monsieur Baillet. Bonjour. Alors, quelles sont, selon vous, les orientations que doit prendre la e-santé ? C'est une vaste question, mais je crois qu'à notre niveau, nous, la e-santé, c'est simplifier et aider et communiquer. Donc, c'est un outil de communication qui va favoriser les professionnels à communiquer entre eux et à y passer le temps, donc la communication. La proximité, je crois qu'il faut éviter que la e-santé soit plutôt centralisée et il faut apporter aux professionnels de proximité les moyens d'expertiser, d'être aidés, la télémédecine, l'expertise, l'accès aux professionnels spécialisés. Pour le patient aussi, cette notion que chez lui, il puisse éventuellement s'auto-diagnostiquer, accéder à la santé. Donc voilà, pour moi c'est la communication sans oublier la proximité et donc l'expertise. Également autour de la table ce matin, monsieur Thierry Chapouzeau, président du groupe Wellcoop. Monsieur Chapouzeau, bonjour tout d'abord et merci d'être avec nous ce matin. Une question très précise, comment les professionnels de santé équipés des solutions Wellcoop justement répondent au quotidien à la stratégie nationale de la e-santé? Disons que chez nous aujourd'hui, vous savez que nous sommes un partenaire important des professionnels de santé, que ce soit dans les pharmacies, que ce soit dans les hôpitaux, les structures de HAD, hôpital de domicile, les maisons de retraite, les SIAD, les services de soins infirmiers. Et pour nous, l'enjeu est d'être complètement patient-centré. Patient-centré, c'est-à-dire de fluidifier le parcours du patient et pour que l'information soit la plus fluide possible. Et on veut être leader dans, enlever ce fossé entre la ville et l'hôpital, où quand vous allez à l'hôpital, le médecin qui vous reçoit ne connaît même pas vos traitements que vous avez eus en ville par votre médecin généraliste. Donc on a un énorme projet, début d'année prochaine, là, qui est sur le fait que nous avons recentré tous nos logiciels sur le patient. Et donc de façon à fluidifier complètement, à avoir tout simplement une timeline et pouvoir suivre le patient tout au long de sa vie et de ses événements au niveau de sa santé. On l'aura compris, la vraie priorité de santé dans les années à venir, c'est le patient, véritablement. Ah oui, parce que aujourd'hui, dans le domaine qui est le mien, qui est le monde de l'informatique, les éditeurs de logiciels étaient structuro-centrés. C'est-à-dire que quand un éditeur faisait un logiciel pour un hôpital, pour une pharmacie, pour une maison de retraite, son premier but, c'était de gérer la structure. Et donc le patient, du point de vue informatique, devenait un sous-produit. Ce que nous avons fait, nous, il y a 7 ans, on s'est dit qu'il fallait inverser les choses, c'est que le seul point d'intérêt, c'était le patient. Et que c'était le patient qui devait être en priorité, de façon à pouvoir, de façon très simple, fluidifier son parcours. Ne pas aller d'un hôpital à un autre et raconter toute sa vie sur sa santé. Pourquoi l'hôpital ne dispose pas des informations du patient? En toute sécurité, évidemment, il y a tout un arsenal de sécurité, d'hébergement de données de santé, etc. Mais ça, c'est un point important de pouvoir fluidifier le parcours patient parce que notre pays est performant dans sa technique, dans ses médecins, mais il reste à parfaire l'organisation. Oui, puis on doit faciliter également l'échange des données entre le médecin généraliste et l'hôpital aussi, c'est une priorité. Bien sûr, prenez un exemple simple, vous allez à l'hôpital et puis vous ressortez avec une lettre de liaison que vous remet l'hôpital pour donner à votre généraliste. Vous avez un papier qui date de Gutenberg avec vous. Pourquoi aujourd'hui cette lettre de sortie n'est pas complètement intégrée dans le logiciel du médecin? C'est pour ça, et d'ailleurs c'est un projet ça tout à fait clair, puisque nous allons faire des preuves de concept dans les mois qui viennent avec le groupe CGDIM qui est un acteur important des logiciels médecins à la ville.
On continue évidemment ce tour de table ce matin. Si vous nous rejoignez, le thème de cette web télé, de cet écosystème, c'est la e-santé, la santé innovante, on le disait en introduction. Autre invité, Madame Morgane Beck, qui est chargée de la mission innovation à l'ARS Grand Est. Bonjour Madame Beck. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints ce matin. Une question, l'ARM Grand Est a lancé 2 appels à projets, d'une part pour des projets d'expérimentation d'innovation en santé, d'autre part pour des projets innovants pour accompagner la déclinaison opérationnelle du PRS 2018-2028. Il va falloir nous en dire plus et nous expliquer un petit peu tout ça de manière un petit peu plus concrète. Tout à fait, donc effectivement l'innovation en santé aujourd'hui, on considère que c'est un vrai sujet d'actualité. Déjà c'est une priorité au niveau national, vous avez dû le voir avec Ma Santé 2022. Un des gros chantiers, c'est le virage numérique. Et puis c'est également une priorité pour l'Agence régionale de santé Grand Est, puisque l'innovation en santé en fait est inscrite dans le projet régional de santé, le PRS 2018-2028, qui est un petit peu la feuille de route sur la politique de santé en région. Donc il y a une priorité qui a été inscrite, qui est développer une politique d'innovation accompagnant les transformations du système de santé. Alors ça va se faire comment ? En fait, l'ARS va essayer de se constituer un petit peu point focal pour tous les porteurs de projets innovants. Donc l'objectif, c'est vraiment que tous les porteurs de projets nous envoient leurs projets. Donc il y a différentes catégories de projets qui existent, donc c'est pour ça qu'il y a eu on va dire 2 appels à projets. On a des projets qui dérogent en fait aux règles de financement de droit commun et aux règles d'organisation des soins. Donc ce sont des projets qui sont inscrits dans le cadre de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Donc ces projets-là en fait qui sont proposés, ce sont des expérimentations, donc n'importe quel porteur, donc ça peut être un établissement, ça peut être un professionnel de santé libérale, ça peut être un usager, ça peut être les fédérations, les syndicats. Tous ces acteurs-là en fait, peuvent proposer des projets en fait, qui vont déroger aux règles de financement de droit commun. Donc l'objectif c'est vraiment de sortir du cadre actuel pour proposer des choses, pour aller un petit peu plus loin, pour faire bouger les lignes. Ces projets-là ils peuvent être applicables en fait, au niveau local, régional ou alors au niveau national. L'objectif de l'ARS donc, ça va être de récupérer en fait, ces lettres d'intention, ces cahiers des charges au niveau des projets, de les analyser et puis donc, pour certains de les transmettre au comité technique national qui va les analyser avec une possibilité de financement. Donc au niveau national, il y a un fonds pour l'innovation du système de santé, donc le FIS qui a été créé pour accompagner ces projets. Et à côté de ça, tous les projets ne sont pas dérogatoires, en réalité on ne déroge pas toujours pour innover, parfois c'est quand même inscrit dans le droit commun. On a lancé un appel à projet régional donc au mois de juin dernier et donc on relancera un appel à projet bien sûr pour 2019 pour accompagner la déclinaison opérationnelle du PRS, donc sur différents axes, donc ça peut être la e-santé, ça peut être les collaborations interprofessionnelles, c'est la place de l'usager, on parlait vraiment du patient au cœur du système. On a le décloisonnement, l'accès aux soins, ce sont des thématiques qui nous sont chères et donc nous avons lancé un appel à projet régional. Nous avons à ce stade en fait reçu près de 70 projets que nous instruisions collégialement et donc que nous partageons, donc que ce soit avec l'assurance maladie mais également le conseil régional. Merci beaucoup Madame Beck pour ces explications très complètes et très précises. Un autre invité avec nous ce matin, le docteur Khalifé, président du CME-CHR de Metz-Thionville, conseiller régional délégué à la santé. J'ai une question, Monsieur Khalifé, de quels outils dispose aujourd'hui la région et les établissements pour justement engager les professionnels dans la voie de la e-santé qui est primordiale, on le disait tout à l'heure? Les outils sont nombreux, et les difficultés d'ordre technique et d'ordre éthique ont été toutes levées aujourd'hui. L'Académie de médecine s'est beaucoup intéressée aux aspects, pas seulement techniques, mais surtout éthiques et déontologiques de la téléconsultation et de la e-santé. Donc ces problèmes sont déjà derrière nous. Pour le reste, moi, je voulais me réjouir de la collaboration, de la prise en charge de la santé entre la région Grand Est et l'ARS Grand Est. Parce que, comme vous le savez, la région n'a pas de compétences directes en matière de santé, mais nous travaillons depuis notre venue aux affaires depuis 3 ans avec la région et en complémentarité, en complicité pour mettre en œuvre ou aider l'ARS à mettre en œuvre
ces plans régionaux de santé dans l'intérêt du parcours du patient qu'on vient de faire. J'en veux pour preuve beaucoup de choses, notamment le très haut débit qui va être diffusé à l'ensemble des territoires ruraux et citadins de la région. Donc là, on a pas mal évolué dans ce domaine. C'est très important d'équilibrer également les soins de médecine au niveau rural et au niveau urbain. Naturellement, contribuer, ce n'est pas la seule solution à éviter ou diminuer l'incidence de la désertification médicale dans beaucoup de secteurs. Voilà, pour ce qui est des établissements, donc bien sûr la région Grand Est fait partie du comité de pilotage d'innovation santé à côté de la région, à côté de la Caisse d'assurance maladie et de l'État et de l'ARS. On a pas mal de dossiers en commun et on contribue financièrement aussi à la diffusion et à l'aide à l'installation des internes dans ces zones qui sont en difficulté aujourd'hui. Mais pour revenir à la e-santé, on a aussi une aide considérable donnée par la région aux doctorants donc dans les différentes écoles d'ingénieurs et des universités du Grand Est pour des programmes qui sont relatifs à la santé et spécialement à la e-santé avec beaucoup d'aide pour énormément de start-up qui s'intéressent à la santé. Maintenant, au niveau des établissements, la diffusion du numérique et de l'hôpital numérique est en cours un peu partout. Comme vous l'avez dit, j'en sais quelque chose, le CHR a mis 20 millions d'euros pour équiper l'hôpital de Mercy. Il se trouve que tout est parfait, sauf certaines choses, notamment discuter avec la ville, alors que l'objectif était l'hôpital, mais également les partenaires qui s'intéressent au parcours du patient, partenaires pharmacie, mais partenaires aussi hospitaliers et aussi, et bien sûr, le médecin traitant. Et là, j'ose espérer très prochainement que les difficultés techniques pour faire collaborer ces systèmes entre eux vont être dépassées et on arrivera à trouver une solution pour l'ensemble. Ce n'est pas spécifique à Metz, c'est malheureusement national. Mais avec l'intelligence... Justement, qu'est-ce qui manque? Est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir régler un petit peu tous ces problèmes de connexion? Oui, moi j'en suis certain. J'ai le privilège d'avoir commencé médecine avec le stéthoscope et je la termine aujourd'hui. Je termine ma carrière aujourd'hui avec ce formidable élan du numérique. Je suis certain que cette évolution va être au service des patients au plus vite possible. Christophe Baillet, vous souhaitez réagir? Je voulais rebondir sur l'aspect communication et partage des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le disait Thierry Chapuzot, chacun a ses informations médicales. Le médecin traitant ne les partage pas avec l'hôpital. Donc, c'est le partage des données qui va permettre de mieux traiter le patient, de les expertiser. Moi, je suis biologiste par ailleurs, donc on a beaucoup de données de biologie. On voit de nombreux patients qui sont maltraités parce que ces données ne sont pas bien analysées. Le médecin n'a pas le temps de les traiter. Mais ces données isolément, elles ne permettent pas le meilleur traitement du patient, la meilleure prise en charge de ses pathologies. Il faut les partager avec la pharmacie, les médicaments qui sont donnés, avec les consultations. Et je crois que l'étape première qui aujourd'hui mériterait d'être, où il faut mettre le plus de moyens, c'est la communication. Et c'est vrai que c'est compliqué, le partage des données. Après, dans un deuxième temps, on va pouvoir les expertiser. Et là, en France, on est très en retard là-dessus. Indépendamment des big data, rien que de partager les données d'un patient, de pouvoir les analyser tout ensemble, ça donnera vraiment une forte valeur ajoutée. On continue évidemment notre tour de table ce matin. Vous allez pouvoir évidemment continuer à réagir avec nous concernant la e-santé, la santé innovante. Monsieur Jean-Christophe Martin est avec nous également, président de l'APIGEM. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. En quoi l'intelligence artificielle, Monsieur Martin, peut-elle aider à désengorger justement les services d'urgence? En fait, aujourd'hui, le patient se rend essentiellement aux urgences parce qu'il a l'habitude d'aller aux urgences. Il n'est pas en connaissance des structures de proximité, comme celle du docteur Libaud qui a monté le centre de soins immédiats.
il n'est pas en connaissance de la gravité et de l'importance. Il va souvent voir son pharmacien. Donc il y a tout un maillage aujourd'hui qui peut permettre une collecte de données, mettre en relation les données déclarées par ce patient ou qu'on pourra récupérer à travers son DMP pour mieux l'orienter par rapport à ses pathologies. Il faut essayer d'accompagner le patient dans ses choix. Il faut lui donner des alternatives à un service d'urgence classique qui est avant tout là pour prendre des urgences vitales et importantes, alors que des structures de proximité peuvent l'aider. Donc l'intelligence artificielle, on va essayer de le réguler. Nous avons développé avec le Dr Libaud le projet First Aid. L'idée étant que le patient puisse avoir accès aux structures en proximité, qu'il ne connaît pas généralement, et que par rapport à un prédiagnostic, une préanalyse, on l'oriente vers les plateaux techniques le mieux en charge pour prendre. C'est un objectif simple à court terme qui doit permettre de désengorger, orienter vers des maisons médicales avec des soins immédiats ou vers des structures de type centre de soins immédiats que va présenter le Dr Libaud, pour comprendre comment tout cet écosystème peut être mis en relation avec le pharmacien, avec pourquoi pas demain le pompier, pourquoi pas le médecin traitant, pourquoi pas tout le monde, pour qu'on ne pense pas uniquement service d'urgence, mais qu'on pense prise en charge patient et quel est l'endroit le plus adapté pour prendre en charge ce patient. Et là, l'intelligence artificielle aura 3 niveaux. Le premier, aujourd'hui, il déclare le patient. Le jour où les patients seront connectés avec des objets connectés, on va pouvoir presque prédire son besoin de soins à court terme et anticiper les problèmes que va avoir un patient jusqu'au jour, mais là c'est le futur et je ne sais pas si je serai vivant, même si je suis jeune, où on sera dans le diagnostic prédictif et où dès la naissance on saura que le vendredi 18 à 17h il faut qu'il aille aux urgences parce qu'il aura un problème. Ça c'est un autre monde fantasmé par beaucoup d'écrivains de science-fiction, mais on n'y est pas encore là. Alors juste une petite question, Monsieur Martin, est-ce que c'est pas finalement un souci de communication? Est-ce que les patients finalement ne sont pas assez informés de l'endroit où ils doivent aller en fonction de leurs soucis de santé? C'est clair qu'en France on a des habitudes. Même si l'État a financé de nouvelles structures, des maisons médicales, des services de proximité, le premier qui doit être au courant de cette existence est d'abord le patient. Donc déjà une plateforme qui lui explique où il peut se rendre à court terme, les services qui sont ouverts et que pour une fracture, on peut très bien aller sur un CMSI qui a un plateau de radiologie à côté pour prendre en charge une fracture plutôt que d'aller au service d'urgence. Déjà, ça va lui donner conscience. Donc c'est du bon sens, c'est des choses simples à mettre en place, mais qui doivent prendre l'ensemble des structures et qui doivent aider le patient. Donc c'est un travail collectif. Et oui, maintenant je ne suis qu'informaticien, on va dire qu'un médecin sera plus à même de répondre. C'est très bien parce que vous me faites la transition pour passer le micro à Loïc Libaud, qui est président du CMSI Essay-les-Nancy et Épinal, et puis président de l'APROUSI. Bonjour Monsieur Libaud. Bonjour Jérémy. Et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Donc finalement la transition est toute faite. Vous êtes médecin? Je suis médecin urgentiste, oui. Donc vous êtes vraiment sur le terrain. Exact. Ouais. Alors quelles sont selon vous justement les solutions possibles à plus ou moyen terme pour améliorer tout ça? Je trouve déjà que cette table ronde est assez intéressante dans les termes qui sont utilisés. On utilise les termes de déroger, on utilise les termes de patient au centre du système. C'est assez étrange que finalement quand on commence à s'intéresser à la machine, on remette le patient au centre du système. C'est peut-être que justement c'est le moment de le remettre au centre du système. Nous on plaide pour une chose, c'est le bon soin au bon endroit. Déjà c'est compliqué parce que aujourd'hui pour le bon soin il faut utiliser, c'est assez empirique, c'est-à-dire que c'est nos maîtres qui nous ont appris comment soigner, qu'on retransmet à nos élèves, et aujourd'hui tout ça manque peut-être en particulier dans l'urgence d'un certain contrôle et d'une certaine... Du facteur humain, on doit remettre le facteur humain dans les urgences. Exactement, ouais, je pense qu'il y a un facteur humain à remettre dans les urgences. Vous prenez par exemple l'expérience de la régulation médicale. La régulation médicale est un exercice très difficile, où vous ne voyez pas le patient, où source d'erreur, vous pouvez voir ce qui s'est passé récemment dans certains SAMU, en particulier dans un SAMU Grand Est qui a fait la une des journaux. Aujourd'hui la régulation médicale c'est de l'apprentissage empirique, c'est-à-dire que vous avez appris, vous retransmettez, vous n'avez aucune grille d'évaluation, vous n'avez aucun quadrillage d'une régulation médicale. Tout le monde le fait à peu près de manière égale, mais que ce soit de jour et de nuit, quand vous êtes très fatigué et moins fatigué, les choses ne se font pas finalement de manière toujours harmonisée. Mettre de l'intelligence artificielle là-dedans pourrait nous permettre de fluidifier par exemple et de rationaliser le parcours patient, nous permettrait de diminuer les risques. Alors comme disait le docteur Qualifié tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une petite crainte aussi du patient par rapport aux données, des données qui circulent sur son état de santé? Bien sûr. Je pense qu'effectivement, on aura toujours une crainte potentielle sur nos données. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une balance bénéfice-risque.
est-ce qu'on a plus de risques à garder nos données pour nous ou est-ce qu'on a plus de bénéfices à les partager? Aujourd'hui, médicalement, je pense qu'on a beaucoup plus de bénéfices à les partager. Si vous avez un accident, vous avez beaucoup plus de bénéfices à avoir laissé libre accès à vos données que de ne pas pouvoir les transmettre personnellement. Quand vous êtes, on va prendre par exemple les populations âgées qui ne connaissent pas leurs médicaments, qui arrivent à l'hôpital sans connaître leurs médicaments, avec des risques de prescription, de surdosage, de contre-indication des médicaments qui sont nouvellement prescrits à l'hôpital. Tout ça, c'est quand même, on a un bénéfice-risque qui est largement en faveur du bénéfice de l'ouverture des données de santé. Alors comment on peut justement améliorer ces conditions, voilà, de communication par rapport aux infos des médicaments, tout ça auprès des patients, parce que c'est finalement la question concrète qu'on peut poser par rapport aux patients. Je sais pas, peut-être au niveau du médicament, Thierry Chapuzot est peut-être plus avancé que moi là-dessus. Que ce soit au niveau du médicament ou en règle générale, ça va forcément être long parce qu'il faut bien comprendre que les systèmes d'information qui sont en place sont des vieux systèmes d'information qui ont été écrits il y a plus de 20 ans. Tous. Pratiquement tous. Ça a été notre révolution il y a 7 ans de dire on change tout et on voit les choses différemment. Donc les choses sont en place, ce qui fait qu'il y a un grand mot qui est dans le monde de la santé qui s'appelle interopérabilité. C'est un mot que j'aime pas beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Parce que si on prend un CHU, en règle générale, il y a au moins 250 logiciels différents. Comment voulez-vous faire communiquer 250 logiciels différents? Le vieil informaticien que je suis, on sait que ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, on est obligé de se recentrer sur que la base de données, de façon concrète, elle soit centrée sur le patient. On a, par exemple, la France a été formidable après-guerre, elle a inventé le numéro de sécu, ce qu'on appelle vulgairement le numéro de sécu qui s'appelle le NIR. Pendant 40 ans, bientôt 60 ans, on a empêché les informaticiens de le prendre comme clé pour bien reconnaître le patient. C'est d'un ridicule sans nom. C'était d'un ridicule sans nom. Heureusement, depuis 1 an, on va pouvoir, j'allais dire, par ce simple numéro, pouvoir identifier la personne. Parce qu'identifier le patient, c'est la règle pour pouvoir partager l'information. Donc on a été très en avance après-guerre et on a eu 60 ans d'obscurantisme là-dessus. Voilà. Sur le partage de données, je vais vous dire un petit mot. Ça, c'est un faux problème. Vous pouvez interroger tous les Français, faire tous les sondages. Les gens sont prêts à partager leurs données. Enfin, les Français ont beaucoup de bon sens. Il faut les écouter. Parce qu'ils comprennent bien que c'est utile pour les professionnels de santé de pouvoir avoir la bonne information au bon moment pour prendre les meilleures décisions. Et pour conclure, Docteur Khalife, vous souhaitez réagir? Prenez le micro, n'hésitez pas. Je voudrais déjà donner quelques éléments d'expérience et dire la difficulté de l'exercice, sachant que je suis parfaitement d'accord avec vous, donc il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est dire que le sujet est complexe, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis d'accord avec toi sur la difficulté de la régulation, mais malheureusement les avantages sont beaucoup plus importants que les rares accidents, parfois dramatiques, je reconnais, qui surviennent. Voilà, on a mis en place, et tout ne peut se faire d'un seul jour, on a mis en place, et c'est diffusé maintenant, on a en collaboration avec l'ARS, beaucoup d'EHPAD le souhaitent, une téléconsultation avec les EHPAD qui marche très bien, qui permet d'éviter aux personnes âgées de venir aux urgences pour de la bobologie. Ça, c'est important et ça a été prouvé. Pour ce qui est des données, moi je suis d'accord avec vous, les gens ne se posent plus de questions maintenant. Il y a quelques années, quand on a mis en place le DMP, pour être suspendu après. Qu'est-ce que le DMP pour les gens qui nous regardent ce matin? Le dossier médical personnalisé, donc ce fameux dossier numérique. On a en quelques semaines intégré 6000 patients dans ces dossiers, donc les gens sont intéressés pour rentrer dans cette dynamique. Et je me réjouis aujourd'hui de voir qu'il a été repris, donc tout ça, l'évolution des gens est dans le sens de diffuser, de se sécuriser, de trouver un intérêt pour partager leurs données. Voilà. Mais je reste persuadé, malgré toutes ces évolutions que je salue, que l'art médical et le contact patient et professionnel reste primordial, parce que assez souvent ça suffit pour guérir un certain nombre ou répondre à un certain nombre de questions que les gens se posent
Voilà. Et pour rebondir à ce que vous disiez, docteur, je pense qu'aujourd'hui, l'IA va pas remplacer le médecin, va peut-être pouvoir nous soulager de certaines tâches administratives ou techniques qui peuvent justement nous recentrer sur le patient et nous réhumaniser justement les soins. Peut-être qu'on va se rapprocher du patient avec l'IA. À mon avis, ça doit pouvoir nous servir de se rapprocher du patient. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous êtes un petit peu multitâche, c'est ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en médecine de ville, vous avez forcément des tâches, en tout cas, qu'on peut aujourd'hui supprimer avec de l'intelligence artificielle, bien sûr. Vous souhaitez réagir? Oui, je crois que c'est là aussi notre expérience au monde. Je vois, on prend le laboratoire, le bilan sanguin. Le patient doit faire son bilan sanguin à jeun. Il est stressé parce qu'il va avoir une piqûre. Il est stressé parce qu'il est à jeun et puis il va bosser après. Aujourd'hui, le patient qui vient dans le laboratoire se prélever, il voit une secrétaire, on lui redemande toutes ses données administratives, il voit un préleveur, il a un cheminement, il doit régler sa facture. Je pense que l'e-santé, la communication, l'objectif, c'est que le professionnel de santé, il va voir le patient directement, il a toutes les informations et toutes ces données administratives qui polluent cette rigidité administrative aussi, hein, où en France on est assez spécialiste de ce domaine-là, on doit pouvoir, avec la e-santé, ça va déjà casser tout ça et donner la priorité aux données de santé, à l'analyse, à la discussion avec le patient, à prendre en charge sa pathologie et non pas passer 3/4 de son temps à saisir des données. Donc je crois que là, on sent qu'il y a quand même un frémissement très important depuis 2-3 ans, une évolution majeure, parce que les patients se sont appropriés l'outil informatique. Ça aussi, c'est la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, tous les patients sur leur smartphone ont accès à tout. Et donc là, il y a un décloisonnement au niveau réglementaire à faire, hein. Je crois qu'en France, on a une réglementation par rapport à la loi bioéthique, à tout. Bon, c'est un sujet tabou. On a l'impression que la santé doit être secrète. Elle est très difficile à partager. Je crois que quand on aura brisé ce tabou, ça commence, on avancera. On voit d'autres pays où ça a été brisé, les patients ne se portent pas plus mal, hein, et même mieux. On aurait pu débattre encore pendant très très longtemps de la santé, de la e-santé, de la santé de demain, parce que évidemment ça nous touche toutes et tous. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Nous en reparlerons lors d'une autre Web TV cet après-midi. Merci les amis, à tout de suite.